Quart d'heure techno. Les ondes de choc du progrès se rapprochent de nous. Mais tout cela, c'est déjà dépassé. Revenge of the Nerds. Les jeux vidéo sont partout. Alors quel est le rapport entre la chanson et la micro-informatique? Je vois pas tellement a priori moi. Car à vos jours, il y a eu la révolution. Amiga 500. Quart d'heure techno avec Mathieu Roy. L'épisode d'aujourd'hui est consacré aux effets spéciaux. Ça sera un des épisodes consacrés à ce sujet-là. C'est un sujet sans fin. On dirait que le réel n'est plus suffisant. On est à ajouter des effets à peu près partout. Je me trouve dans les studios des effets visuels de chez Melz avec Benoît Touchette, qui est directeur des effets visuels. Merci de me recevoir, Benoît. Merci à toi. L'expertise montréalaise semble vraiment être en pleine explosion. À quoi c'est dû ce talent montréalais-là dans les effets spéciaux? Il faut remonter aux années 80-90, deux compagnies qui sont devenues des géants, Softimage, District Logic, et puis des logiciels d'effets visuels qui ont été créés, des techniques d'effets visuels qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc Montréal était déjà des précurseurs, ça a créé déjà à cette époque-là des spécialistes et après des écoles, donc on avait déjà une histoire de ça. En plus, il y a aussi le parallèle avec les effets, pas les effets visuels, mais le jeu vidéo. Qui est très très populaire à Montréal, donc un bassin d'infographistes 2D, 3D. Est-ce que c'est un peu comme dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que c'est une industrie qui a pas de visage? Je m'explique, tu sais, des Xavier Dolan ou des Denis Villeneuve dans le monde du jeu, ça existe pas. Pourtant, il y en a des créateurs de jeux vidéo, mais on connaît pas vraiment leur nom. Ici, est-ce qu'il y a des vedettes des effets spéciaux dans le marché montréalais? Définitivement, et on y va aussi par compagnie, un peu comme dans les jeux vidéo. Donc, il y a des grandes compagnies, on parle à EA, on pense à Ubisoft. Dans les effets visuels, c'est un peu la même chose. Donc, il y a des grands joueurs qui ont eu, au cours des 20 dernières années, des réputations incroyables. Il y a des grands superviseurs d'effets visuels aussi, des gens qui vont être nominés aux Oscars à chaque année. Donc, oui, il y a une réputation, mais tous des gens qui travaillent dans l'ombre. OK, ça, il n'y a pas vraiment de noms connus, mis à part les noms des compagnies. Est-ce que c'est secret, les effets visuels? C'est assez secret parce que en ce moment, on n'a pas le droit de parler la plupart du temps, on n'a pas le droit de parler des projets sur lesquels on travaille. Puis on n'a pas le droit d'en parler avant même la sortie du film. Alors des fois, on finit bien avant, mais on doit attendre que le film ou la télésérie soit sorti, mise en ligne pour qu'on puisse montrer un peu notre travail. Puis encore là, parfois, il va y avoir des restrictions. Les acteurs aiment pas montrer certaines scènes. Alors il y a toute une série d'autorisations et de droits à obtenir avant de pouvoir montrer quelque chose. C'est souvent encore aujourd'hui une guerre de contenu. Fait que j'imagine que même les studios avec qui vous avez à traiter vont dire, le making of, on veut aussi avoir ces images-là pour pouvoir créer leur propre émission ou leur propre contenu lié à la création du film. Exactement, et ça t'amène un bon point, parce qu'en fait, les images, nous, en tant que maison de service, et c'est la même chose pour toutes les boîtes d'effets visuels, on est une maison de service, donc les images ne nous appartiennent pas, elles appartiennent au studio, si c'est Warner, si c'est Paramount, ou si c'est Netflix, les images appartiennent à ces gens-là, alors nous, on doit toujours demander l'autorisation pour pouvoir montrer les choses. Les studios ont pas nécessairement d'exclusivité, ils peuvent faire affaire avec n'importe quelle compagnie d'effets visuels. Exactement. Ouais. Est-ce qu'ils pourraient dire, on va faire un film sur, je sais pas, des batailles navales, mais ce qu'on veut que vous utilisiez, c'est la même technologie de bataille navale ou de reproduction de bateaux qui a été faite par une autre compagnie. Est-ce qu'il peut y avoir des échanges de canevas, je pourrais dire? Ouais, il peut y avoir des échanges, par exemple, quand on fait des modèles au départ, parce que tu parles d'une bataille navale, donc on va construire des bateaux, mais souvent, s'il y a des centaines de plans à faire et ils veulent utiliser plusieurs compagnies, il est possible qu'on puisse se partager justement les modèles de bateaux. Mais après, pour la finition, c'est certain que ça va être chacune des compagnies qui va faire ça elle-même. On pense évidemment au film, là, quand on parle d'effets visuels, c'est ajouté par ordinateur, mais au-delà des films, vous travaillez dans quel secteur? De la télésérie, en ce moment, c'est tellement populaire. Tous les canaux, Amazon, Apple, Netflix, même illico. Nous, on fait du québécois aussi beaucoup ici chez Melz. Et puis, écoute, il y en a sur de la pub, il y en a sur à peu près n'importe quoi, là. Est-ce que il y a un calcul à faire, parce que ça coûte quand même cher faire des effets visuels? Ouais. C'est quoi le calcul quand, par exemple, vous avez une scène où vous devez avoir une foule? À partir de combien de personnes ça devient rentable de faire affaire avec une compagnie d'effets visuels versus engager des figurants? Engager des figurants, ça va dépendre des scènes. Honnêtement, on travaille très tôt. Ça, c'est ce que les gens savent pas, c'est que nous, on est là maintenant à la lecture des scénarios. Dès que les premiers scénarios sortent, ils vont demander aux directeurs, par exemple, qui construisent les décors, de jeter un œil à l'histoire, mais ils vont demander
parler tout de suite au gars des effets visuels et on va se parler pour savoir qu'est-ce qu'on doit construire. Et c'est à ce moment-là qu'on va décider qu'est-ce qui coûte moins cher. Si on a par exemple à faire un château, le gars des décors va peut-être construire la porte, le tour de la porte et c'est tout. Et s'il est capable d'en faire un peu plus ou un peu moins, donc il y a vraiment une évaluation de coût et de temps très tôt dans le processus. Est-ce que les gens de décor doivent construire des morceaux en verre, finalement, pour vous permettre de faire votre travail? Exactement. Oui, ça arrive qu'ils doivent peinturer des morceaux en verre ou bien rajouter des toiles vertes ou des toiles bleues. Puis à ce moment-là, on décide qu'est-ce qui va être fait au tournage, qu'est-ce qui va être fait après en effet visuel. Ben donc, ça veut dire, là, on parlait évidemment de foule, on parle décors, créatures, animaux, explosions, météo, nuages, météo, neige. Rajouter de la neige, enlever de la neige, faire un changement de saison parce que le tournage s'est étiré, ou bien il voulait tourner des scènes de neige, mais la météo était pas là. C'est infini tout ce qu'on peut changer. La lune est pas là, le soleil était pas là. On a tourné la veille, mais il y avait de l'éclairage, le ciel était très bleu. Le lendemain, tout est nuageux, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il y a plein de sauvetages entre guillemets là, qui sont faits sur toutes sortes de scènes. Pour les acteurs, c'est bien plus confortable faire des scènes hivernales en plein été en plus. Ça serait mieux. Ça, quand t'es en plein été, on en a fait justement pour Hochelaga, Terre des Hommes, le film québécois. Ils ont dû retourner des scènes quelques mois plus tard. On était rendu au mois de juin. Alors on a rajouté, on avait mis de la fausse neige pour les acteurs en rapproché, mais pour le reste, on avait tout rajouté en effet visuel. Ça prend des ordinateurs qui sont très puissants, sans doute. Vos ordinateurs ont une durée de vie de combien de temps environ? C'est à peu près 3 ans au maximum avec de bonnes cartes graphiques. C'est sûr que ça prend, en plus de nos ordinateurs, toutes les compagnies d'effets visuels ont aussi ce qu'on appelle un parc informatique pour faire les rendus. Donc, une fois que tu travailles sur ta scène, t'assembles les différents éléments, t'appuies sur ton bouton Enter, faire ton process, là, ce qu'on appelle en anglais. Ça prend beaucoup de temps. Des fois, ça prend toute la nuit. On part des scènes, ça prend une nuit, 2 jours, 3 jours, malgré les centaines d'autres processeurs que nous avons dans notre ferme informatique. Quand je faisais du montage sur ordinateur, des fois, on faisait des transitions, puis ça pouvait prendre justement là, une demi-heure, 1 heure pour, comment on appelle ça, mais rendre toutes ces transitions. C'est ça, les rendus sont très très longs. Mais même encore aujourd'hui, dans les effets spéciaux, on parle on parle de jours, là. Oh, on parle de jours, puis c'est parce que les formats ont augmenté. HD, 2K, 4K, 8K. Des fois, il y a des effets. Si t'as une scène où tu dois faire un environnement, rajouter du feu, rajouter une explosion, rajouter une créature, un dragon, imagine, ça peut prendre des fois plusieurs jours. Ou des fois c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures du frame. Ce qu'on appelle un frame, c'est une image de 24 secondes, 24 frames secondes. Donc c'est très très long. J'avais une anecdote là-dessus dans un autre projet qui s'appelle Gravity, le projet avec Sandra Bullock dans l'espace. La compagnie qui avait fait ce film-là avait calculé qu'avec un seul ordinateur, il aurait fallu qu'ils partent le rendu, une affaire comme 2-3 000 ans avant Jésus-Christ, pour arriver aujourd'hui avec une seule machine. Une seule machine moderne, pas avec un vieux Pentium 100. Exactement. Là. Donc une seule machine moderne, c'était plusieurs... Ça donnait des centaines, mais milliers d'années. Donc, il a fallu qu'il le fasse à 10 000, 15 000, 10 000, 12 000 processeurs. Mais là, c'est partout, là. C'est-à-dire que même dans les bulletins météo, maintenant, on utilise des effets visuels, de la réalité augmentée. Ouais, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, Qu'est-ce qui se passe avec le réel, là? Le réel disparaît, évidemment. On le modifie, on le transforme. Il y a toutes sortes de technologies qui apparaissent pour le faire, justement, en direct. On le voit dans les bulletins de nouvelles, de sport. C'est utilisé dans les parties de football aux États-Unis. On a vu durant les dernières élections aussi. On parle d'hologrammes, de projections. Donc, ce sont tous des techniques qui viennent de ça, des effets visuels, entre autres. Quand on parle du sport, je me souviens que dans la NFL, là, la grosse affaire dans le temps, c'était d'avoir ajouté la ligne des diverges en jaune qui était là pour le téléspectateur, mais pour les gens dans le stade, pour les joueurs, ils ne la voyaient pas, cette ligne jaune-là, et quand les joueurs marchaient dessus, elle disparaissait là où le joueur était. Exactement. C'était de la haute technologie à cette époque-là. Mais on le fait au baseball maintenant, on le fait au hockey sur des messages publicitaires qui sont sur les bandes ou bien derrière le receveur. Au baseball, on le voit, ça change. Donc ça, ce sont des techniques, en fait, devant écran vert, ce qu'on appelle en anglais du keying, puis du tracking. Donc ça se fait en direct maintenant. Dans les logiciels de conversion
conversations qu'on a, notamment pour les vidéoconférences, on peut utiliser des masques, des filtres, le petit nez de chien avec les oreilles, puis là ça va nous suivre, ou on peut avoir des lunettes qui sont pas là mais qui ont l'air d'être sur notre nez. Est-ce que c'est impressionnant qu'un téléphone puisse faire ça, ou pour vous c'est... Non, c'est impressionnant qu'on puisse le faire maintenant en direct. Les dernières choses qu'on a vues dernièrement, c'est des gens qui peuvent modifier des visages de personnalités publiques qui donnent des messages. Donc là, on peut tomber vraiment dans de la manipulation d'informations. Ouais, ce qu'on appelle le deepfake, donc des vidéos ultra modifiées. C'est quoi? Justement, on peut donc faire dire ce que l'on veut à un Barack Obama ou à un Donald Trump, on jurait que c'est eux qui sont en vedette dans une vidéo, alors que c'est pas du tout le cas. Il y a des dangers énormes de dérapage. Des dangers énormes de dérapage. On parle évidemment de fake news. Alors là, ça c'est le ultimate fake news là, dans un cas extrême. Ça paraît encore quand même. Il faut étudier les vidéos de près là. Ouais, mais c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'un œil non avisé va se faire prendre. Exactement. Oh, oui. Si je regarde ce que les gens partagent des fois simplement comme images qui ont clairement été modifiées, dans le cas d'une vidéo, on dirait qu'on peut pas modifier un visage dans une vidéo. On dirait que c'est encore difficile à croire pour certaines personnes. Exactement. Donc, il y a des gens qui vont pouvoir se faire prendre, mais ça peut être n'importe quel message. Tout d'un coup, un message haineux, un message complètement offensant qui est dit par une personnalité qui aurait jamais dit ça normalement. Alors oui, c'est des choses à surveiller. Il va falloir trouver des techniques de sécurisation des images. Sinon, on va tous se faire avoir à un moment ou à un autre. C'est officiel, puis je veux dire, il y a des réputations qui vont se jouer là-dessus. Il va falloir donner le bénéfice du doute. Toujours, en fait. Temps, ouais. Ben, il faut avoir un grand sens critique. Comme en ce moment, on doit lire des nouvelles, on doit avoir un sens critique, ça vient de où? Les images aussi, il va falloir faire attention. Mais là, il y a toute une génération qui auront pas vécu cette espèce, je pense surtout des générations plus vieilles, ils vont se faire... Ça va être plus facile pour elles de se faire prendre. Hein. Exactement. Non, ça va être plus facile, c'est sûr. Je change un peu de domaine, mais je regarde l'évolution des effets visuels. Évidemment, ça me fait penser aux jeux vidéo. Quand j'étais jeune, on regardait les animations dans les jeux vidéo, puis on se disait, hey, un jour, on va peut-être être capable de jouer, puis ça va être aussi beau que ça. Ouais. Moi, aujourd'hui, je regarde les films, puis est-ce que je peux penser qu'un jour, les consoles vont être capables de donner des rendus aussi spectaculaires que ce que vous êtes capable de faire comme effet visuel dans les films? Oui, je pense que oui. Ils progressent continuellement dans le rendu en temps réel, puis j'ai pas aucun doute là-dessus, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des contrats que moralement vous devriez refuser pour dire non, on peut pas toucher au Château Frontenac si vous voulez donner une illustration réelle, on veut pas modifier y a-t-il quelque chose que vous ne pouvez pas faire ou que vous pourriez questionner la faisabilité, je dirais plus morale, parce que techniquement on peut tout faire. On peut tout faire, exactement. Je pense que oui, on nous a jamais demandé. Moi, dans mon cas, ça m'est jamais arrivé. Des fois, peut-être en pub, tu vas faire des projets qui sont des produits que t'approuves pas, par exemple. Mais de là à rejeter le travail, c'est jamais arrivé, mais il faut garder un œil. On n'accepterait pas n'importe quoi, évidemment, parce qu'on pourrait te demander de modifier n'importe quoi. Alors, faut être prudent. Ouais. Est-ce que toi, tu t'es fait prendre par quelque chose récemment? T'as dit, oh ouais, ça, j'ai pas vu venir cet angle-là, ou cette technologie-là, ou ce genre d'effet-là? Ça, c'est plus dur à répondre. Je te dirais que la modification des visages, ça a quand même évolué rapidement. Alors ça, c'est très surprenant. Puis nous, on est en train de regarder des techniques justement pour le faire facilement, entre guillemets, parce que là, c'est que des très grosses compagnies qui sont capables de maîtriser ça. Puis on cherche des techniques, nous autres, justement, pour suivre les tendances. En fait, ce qu'on veut faire, c'est aller aussi vite puis moins cher que des compétiteurs, donc pour pouvoir s'inscrire là-dedans. Parce que ce qu'on voit en ce moment sur YouTube, c'est des gens qui, à l'aide de leur connaissance, de leur équipement, c'est souvent des one-man shows, des gens qui seuls vont tenter de le faire. On voit que c'est pas parfait, mais si une personne est capable d'avoir un rendu de la qualité qu'on retrouve sur Internet, changer le visage de Arnold Schwarzenegger dans Terminator pour le remplacer par Sylvester Stallone, c'est fort, pas trop mal. C'est fort. Non, des gens qui sont bien entêtés. En plus, tu peux utiliser les services de rendu sur les nuages dans le cloud. Alors, c'est sûr qu'il y a pas de... Tu profites de la puissance de leurs ordinateurs. C'est ça, c'est un peu d'argent. Puis pas tant d'argent que ça, tu peux quand même utiliser des centaines de processeurs pour une nuit, puis tout d'un coup, tu rends des choses faciles. C'est hallucinant de penser qu'aujourd'hui, la mort ne sera plus un frein à apparaître dans un film et y avoir des lignes de dialogue. Ouais, c'est ça, ils sont tous à se questionner en ce moment, à utiliser les images de la princesse Léa ou de l'autre général dans Star Wars, à savoir, est-ce qu'on va trop loin, qui a les droits de ça, à qui il faut demander l'autorisation. Alors c'est comme une succession maintenant du personnage animé, en fait. Mais est-ce qu'on pourrait pas aussi un jour juste créer quelqu'un qui pourrait
être pratiquement éternel, qui ne vieillirait à peu près jamais. Non, effectivement, si on en arrive avec un niveau de réalisme parfait dans les personnages, les cheveux, la peau, les yeux, tu peux créer des acteurs virtuels, puis c'est ça. Tu sais, James Bond aurait pu ne jamais vieillir, là, finalement. Exactement. Là. Tu peux toujours utiliser le même personnage, puis t'as pas de cachet d'artiste à payer, mais à qui appartiennent les droits de cette personne. Souvent, derrière, on fait du motion capture en ce moment pour les acteurs, donc il y a un acteur en habit vert ou avec toutes sortes de points dans la figure qui fait ses performances. On passe à Andy Serkis qui a fait les gorilles. Lui, il voulait avoir justement des droits puis sur ça parce qu'il disait que c'était sa performance. Donc, je pense que oui, il a mis des heures de travail pour reproduire les mouvements qui ont été captés par ordinateur et transformés en gorille ou en singe, mais d'ailleurs, ces performances-là sont maintenant récompensées. Il y a des catégories pour ceux qui incarnent des personnages virtuels. Tendance à venir dans le monde de l'effet visuel? Définitivement les personnages, ça s'en vient, plus beau, plus vite, plus réaliste, c'est vers là qu'on s'en va, le 4K, le 8K, la réalité virtuelle aussi, la réalité augmentée. On a toutes sortes de demandes qui arrivent dans ces secteurs-là. Ça va prendre des machines assez puissantes. Ça va prendre encore plus de machines, ouais. Je pense que oui. Benoît Touchette, directeur aux effets visuels chez Melz, merci beaucoup. On va continuer de suivre ce domaine-là qui est absolument fascinant. Et puis, où que vous nous écoutiez, on se donne rendez-vous pour un autre épisode de Quart d'heure techno. C'était Quart d'heure techno avec Mathieu Roy. D'autres épisodes disponibles sur la balado de Quart d'heure techno.